c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on a quelques particularités peut-être, déjà d'avoir mis notre ego commun et de tout co-signer depuis 7 ans. Et je pense que le fait d'avoir mis en commun notre ego, ça a été le début d'une pratique qui n'était pas très individualiste. Et en fait, à partir du moment où on s'est rencontrés, déjà en fait, pourquoi ça a fonctionné entre nous, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même définition de l'œuvre d'art comme cristallisation formelle des changements sociétaux. Donc, pour nous, elle vient vraiment, les historiens, bon, on a une formation d'historienne de l'art, moi j'ai fait les beaux-arts aussi, et c'est vrai que c'est Heinrich Wölfflin, Alois Riegel, c'est vraiment tous ces historiens de l'art qui nous ont formés, donc il ne faut pas l'oublier. En fait, quand on s'est rencontrés, on avait la même vision, en tout cas on se situait au même endroit. Et pour nous, la contemporanéité n'était pas du tout séparée de l'histoire de l'art. D'ailleurs, on a choisi d'être spécialiste en histoire de l'art contemporaine parce qu'on s'est dit, on va devoir tout connaître, ce qui est impossible, et donc on ne connaît pas tout, mais c'est bien, la vie est longue. On voulait tout connaître depuis le début. Et donc à partir de cette idée qu'on pouvait imaginer un petit peu les futurs de la société en rentrant dans les œuvres d'art, on a commencé à créer notre méthodologie. Et assez vite, finalement, on n'a pas voulu organiser des expositions avec des œuvres qu'on allait choisir dans des portfolios ou dans presque les invendus des galeries. Et on a eu envie d'avoir ce dialogue. Tu parles direct de production, c'est ça. Voilà. En fait, on a mis longtemps à comprendre, parce que c'était pas du tout intellectualisé. C'était très intuitif au début. Mais on se rendait compte qu'on voulait tout le temps que les artistes viennent et qu'on travaille ensemble. Mais avant de comprendre qu'en fait, on voulait sortir du shipping, de tout. En fait, on a mis un long moment. On l'a théorisé plus tard. C'était vraiment que de la pratique. Et toutes nos expositions, on voulait toujours faire dialoguer les générations, parce que c'était aussi notre côté historienne de l'art, et regarder quels étaient les futurs possibles de la société. Et pour les chemins du Sud, puisque nous sommes à Sérignan, donc loin de Paris, loin des grandes villes, et dans le Sud, en Occitanie. Mais c'est vrai, déjà, quand Sandra nous a invités, on s'adressait à quelqu'un, en fait. On s'adressait à ce lieu, on s'adressait à Sandra donc, qui était ici. Il y a une histoire du bâtiment de Gustave Eiffel, donc c'est vraiment quand on dit projection mesure. Excuse-moi, je vous coupe, mais la personne dont on a parlé aussi beaucoup au début, c'était Bruno Pénaud. Ouais. Et alors, même si évidemment formellement, mais cette question de la sédimentation des histoires, comment à un moment donné un travail artistique qui peut convoquer une sédimentation des histoires. Et je pense que même nous inconsciemment, on était venus la première fois quand Bruno avait ouvert la nouvelle l'extension ici quand on est arrivé. Son hacienda. Voilà. Et en fait, on remontait aussi, on s'adresse à ça. Vous verrez dans l'exposition, déjà rien que dans la sédimentation de l'histoire du lieu, il y a énormément de pain. En fait, il y a une expo qu'on a beaucoup aimée ici qui s'appelle À l'ombre du pain perdu de Simon Starling. Et du coup, il y a énormément de clins d'œil. Vous verrez, il y a des grands pains qui jalonnent un peu toute l'exposition. Bon, après, ça, c'est des clins d'œil qu'on fait sans même le dire à l'histoire du lieu, mais tout ça fonctionne comme une globalité. Voilà. Et donc, il y a quelques années, depuis Marseille, où nous travaillons, nous vivons, on a commencé à se rendre compte que ce qui nous intéressait, les artistes avec lesquels on avait envie de produire, c'était des artistes qui qui se rapprochaient de l'humilité de l'artisanat, qui travaillaient aussi sur des arts dits mineurs, et souvent dans des matériaux assez pauvres, ça fait écho à Précapital, Jean-Luc, c'est vraiment mode de production précapitaliste. Voilà. C'est l'exposition qu'on avait fait chez Nicolas Breuer-Panacé. Et en fait, à partir de tous ces artistes qu'on a rassemblés, on va dire, il a fallu remonter un fil. Et c'est ça la généalogie. Et en fait, on a commencé à tirer les fils et on est arrivé jusqu'en 1808 avec des artistes allemands, les Nazaréens, qui quittent l'Allemagne et Vienne pour partir à Rome. S'installer dans un vieux bâtiment et fonder une communauté qui s'appelle les Nazaréens. Donc en fait, à partir de Francfort et tous ces gens-là, on a remonté une généalogie avec des liens
qu'on n'a pas du tout le temps de faire, mais qui existent et qui, à chaque fois, il y a un professeur qui va transmettre, enfin, tout ça existe jusqu'à nos jours. Alors, on n'a pas réussi à voir de près les Nazaréens. Il aurait fallu qu'on ait un musée encore plus grand, mais déjà qu'il est énorme. Mais pourtant, vous êtes presque des Nazaréennes. Vous n'avez pas été à Rome, vous avez été à Marseille. Ouais. Moi aussi, j'ai étudié à Rome, en fait. D'accord. Non, mais on a en revanche la figure de William Morris qui nous permet d'avoir un pied dans les pré-raphaélites. En fait, on s'est rendu compte que tous ces artistes-là se référaient, mais de manière utopique, parce que c'est un Moyen-Âge qui est complètement imaginé, à une période pré-moderne, c'est-à-dire à un moment où il y a une sorte d'élan sociétal commun qui se perd un petit peu quand on passe au début de la modernité avec le tableau de Chevalet qui est assez typique de l'individualisme qu'on va trouver dans toute la modernité. Et les pré-raphaélites se réfèrent à avant Raphaël, mais ensuite on ne va trouver quasiment que des artistes qui vont regarder vers l'Italie, vers ces primitifs italiens, et d'autres artistes comme au tournant du XXe siècle, avec, bien sûr on connaît tous, Gauguin, Van Gogh, puis après Matisse, Derain, des artistes qui vont vouloir sortir des grandes capitales, qui ne vont pas complètement coller avec le modèle, avec l'industrialisation des villes et des campagnes, et qui vont rejoindre le Sud. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette exposition Les Chemins du Sud, parce que tous ces artistes vont rejoindre le Sud, et souvent, en arrivant dans le Sud, ils vont commencer à produire avec des couleurs plus chaudes. Donc ça, bien sûr, il y a toujours le climat qui joue. On connaît l'école vénitienne au XVIe siècle, qui a une couleur complètement différente du reste de l'Italie. Donc les couleurs changent, mais aussi les formats. Des trois grands beaux-arts, souvent, ces artistes-là vont vriller ou évoluer vers des arts dits mineurs. Donc la tapisserie, le petit mobilier, beaucoup de vases, de bols, de céramique, de textiles. Et de la marge, ils vont essayer de réintégrer la marge à l'art en général. Et après, nous, on passe par l'Italie avec Giorgio Morandi, etc. Mais ceux qui ont vraiment fait ça de manière intellectualisée, et là, on fait un détour dans cette histoire par les États-Unis, c'est Pattern and Decoration, puisque eux, de manière conceptuelle, intellectuelle, ont dit, en fait, les arts dits mineurs sont réservés aux exclus, donc les femmes. En fait, ils disent ça en regardant. Vous avez la présence de Raoul Dufy, qui lui, par exemple, quand on parle industrialisation, c'est un cubisme chaud, donc c'est pas un cubisme systématique. Il y a une toile qui est une balustre. Pattern and Decoration répond très directement au travail de Raoul Dufy. Ça, on l'a vérifié, c'était une intuition, on l'a bien vérifié avec Robert Kushner. Il voit tout le travail de Raoul Dufy, son travail de mobilier, de tapisserie, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui ont été détruites, mais Dufy, il faisait des magnifiques fauteuils et salons. Oui, et des paravents. En fait, ils répondent directement au travail de Dufy. Oui, c'est la figure pour eux. Et de toute façon, Betty Woodman, elle a passé avec son mari George la moitié de toutes ces dernières décennies de sa vie entre Florence. Donc elle a Florence produit. Elle avait une maison à Florence. Même ceux. Après, cette géographie du Sud, me semble-t-il, chez Pattern and Decoration, elle est aussi plus vaste. Elle va voir vers le Maroc, vers. Oui. De toute façon, il nous rappelle que même si l'histoire de l'art classique fait débuter l'art abstrait avec Kandinsky, nous déjà on dit que c'est plutôt Irma af Klint en 1906, mais c'est un débat d'historien d'art. En fait, dire que l'abstraction a été inventée au XXe siècle, c'est passer sous couvert de centaines et milliers d'années d'art décoratif, par exemple, occidentaux. que vous verrez là, lui, au départ, alors là, vous verrez, il y a pas mal d'œuvres qui s'adaptent aussi à un contexte quand elles sont produites ici.
son truc, c'est les Navarro blankets, quoi, les Alors, couvertures peut-être des 21. faut peut-être pas trop, quand je suis en train de me dire, Ouais, on parle on se prive de la, Il y a de la beaucoup, balade. beaucoup trop de choses, mais on Ouais. de toute façon, il y a tellement de trucs à dire qu'on pourrait faire 10 heures. Pour résumer, au niveau de la méthodologie théorique, nous, on s'inscrit dans cette idée des cultural studies qui, en fait, recrée beaucoup d'histoires parallèles, parce que notre objectif, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Une fois qu'on aura mis tous les petits ruisseaux à côté, on aura peut-être une base stable pour pouvoir se projeter un peu tous ensemble vers l'avenir. Et donc, après les feminist studies, les post-colonial studies, etc., nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre histoire de la modernité, alors là, à l'intérieur de l'Occident, encore une fois, mais une autre histoire de la modernité qui inclut les arts dits mineurs, qui s'inspire de tout le bassin méditerranéen et de toutes les cultures autour de la Méditerranée. Et on a créé ça. Et ensuite, l'exposition, donc là on sort de notre travail de théoricienne et d'historienne de l'art. L'exposition, c'est la matérialisation de cette idée, cette histoire de l'art, mais aussi de l'élan commun qui est formé par tous ces artistes et par Sanctuary Studio, qui est cette communauté artistique avec laquelle on produit tous ensemble. Et en fait, aucune œuvre n'est... On peut voir aucune œuvre de manière solitaire et isolée. Elles sont toutes en dialogue. Et d'ailleurs, on remercie vraiment les artistes qui ont joué ce jeu de l'élan commun. Et qui jouent ce jeu tout le temps. Et qui jouent le jeu régulièrement avec nous. Parce qu'on sait très bien que ça fait bouger des lignes, qu'on n'est pas habitué à voir ça aussi dans des musées. Et c'est là où il y a quelque chose dans l'ordre de ce qu'on a envie de réaliser tous ensemble, c'est la continuité. C'est de ne pas dire, il n'y a pas de rupture, c'est l'idée. Il y a une histoire fluide. Si vous voulez, après, une quand on histoire sera fluide dans l'exposition, et un accrochage organique. Il y a même des